de faire la synthèse de nos débats ou une pré-conclusion avant la conclusion de notre hôte du jour. Vous pouvez rester avec moi, je me sentirai moins seule, c'est fortement sympathique. Jamais facile de conclure un événement, donc déjà je voulais vraiment remercier le Grand Chalon pour son accueil en prémisse de Viva Factory. Donc vous l'avez compris, samedi, si vous ne savez pas quoi faire, et vendredi, vous allez sur la place de Beaune pour... D'ailleurs, on vérifiera si vous êtes y allé, parce que moi, je suis une personne un peu contre le fric, donc ça m'intéresse. Il faut aller inviter à aller voir ce qui s'y passe et surtout en parler autour de vous. Parlez-en à vos salariés, à vos amis, à qui vous voulez, pour aller voir ce qu'est l'industrie. Parce qu'il y a, je vais peut-être juste pour dire dans quel cadre se passe cette rencontre Renaissance industrielle. Renaissance industrielle, c'est un cycle qu'on a conçu à partir de 2020, fin 2020, à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, avec Olivier Mousson, que vous avez entendu, avec Stéphanie Deschamps, que vous avez peut-être rencontré ou qui vous a invité à venir prendre place. Et l'idée de ce programme, c'était d'identifier les meilleures pratiques dans l'industrie qui pouvaient favoriser la réindustrialisation. Et on a très tôt voulu décentraliser le débat en parlant de quelque chose dont a parlé Sébastien Martin tout à l'heure, c'était de l'idée que les usines, elles n'étaient pas dans les grandes villes. Alors il y a des usines dans les grandes villes, mais l'essentiel de l'industrie est en dehors des métropoles. Et on voulait donner la voix aussi à ces territoires dont on parle finalement trop peu, aux chefs d'entreprise dont on parle trop peu, parce qu'on sait aussi que quand on est un industriel, et ben on est occupé à faire tourner des usines, à s'intéresser à comment remplir les carnets de commandes, et on n'a pas forcément du temps à prendre pour venir une journée à Paris pour partager son expérience. Et on a besoin d'entendre ces voix-là, parce que ce sont les voix aussi qui créent de la valeur dans les territoires et qui contribuent à faire vivre la France. Et d'ailleurs, on a parlé de plein de raisons de réindustrialiser, d'avoir une industrie dans le cadre de ces deux débats. Et il y en a une, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rôle que peut avoir l'industrie dans la cohésion sociale et territoriale. On n'en parle finalement que trop peu, mais l'industrie, elle crée de l'emploi dans tous les territoires. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont la capacité de créer de l'emploi dans tous les territoires. Et qui dit création d'emploi, c'est arriver à créer de la richesse et à l'ancrer localement. À l'heure où tout le monde parle de théorie du ruissellement, c'est pas sur ça qu'il faut miser. C'est comment est-ce qu'on crée des emplois partout, parce qu'on sait que les emplois locaux génèrent de la consommation et de la fiscalité. Et donc que c'est un moyen de soutenir les dynamiques territoriales. Et que c'est aussi un moyen de soutenir notre modèle social auquel je crois nous sommes tous attachés. Et l'autre chose dont on a parlé en première table ronde, aussi ici avec la question du sens et de la fierté, c'est que l'industrie, elle ne se fera pas sans l'humain. Alors on a besoin de technique, on a besoin de moderniser, on a besoin de numérique, mais on a aussi besoin de femmes et d'hommes qui font vivre les usines. Et c'est à la fois des gens qui ont envie de venir travailler dans l'industrie, donc il faut continuer à faire connaître l'industrie et ses métiers. Je crois qu'on connaît trop peu l'industrie. Il faut casser les représentations et l'image qu'on a autour de l'industrie. Tout le monde connaît certains de nos grands groupes français, mais tout le monde passe aussi régulièrement à proximité de sites industriels sans savoir ce qui s'y passe. Je suis sûre que quand on passe à côté d'Aérométal, alors quand on est du Grand Chalon peut-être, mais quand on est un touriste, on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas que c'est une activité industrielle, que c'est une activité d'avenir, qu'on y crée des emplois. Et on a besoin d'ouvrir les sites, comme le fait Framatome, comme le fera très certainement Iten en 2026, mais c'est une nécessité pour casser les codes. On imagine, quand on parle d'industrie, toujours ces grandes cheminées qui fument, mais l'industrie, c'est une pluralité de métiers, une pluralité de secteurs, une pluralité d'activités qu'il faut faire connaître, qu'il faut démystifier, parce que c'est aussi comme ça qu'on créera des vocations. Bien entendu, l'industrie doit aussi évoluer, travailler sur la qualité de vie au travail, sur l'architecture des sites. Je crois que l'industrie a un grand rôle à jouer dans les représentations qu'elle offre au territoire. Elle doit se démarquer peut-être des zones d'activité qui sont très moches en travaillant sur l'architecture. Comment est-ce qu'une usine peut être un emblème de fierté d'un territoire, un lieu presque de tourisme où on est fier quand on est venu en vacances à Châlons. Promis, je viendrai un jour en vacances à Châlons.
Et j'aurai la fierté de dire que je suis passée à côté des activités de Framatome, d'Aérométal et d'autres. C'est important, il y a le besoin de travailler sur le projet qu'offre l'entreprise, le sens qu'il y a derrière ce projet d'entreprise et la finalité des produits, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique qui oblige aussi à interroger les activités et à changer en profondeur la manière dont nous abordons les choses. Et puis il y a une question de l'organisation du travail, on parlait de télétravail. Alors je sais que le télétravail, en tout cas moi dans ma génération on y aspire beaucoup, mais quand on travaille sur une ligne de production, eh bien on n'y a pas le droit. Donc il y a une vraie question sur l'organisation du travail de demain, comment est-ce qu'on peut la rendre compatible avec les aspirations des nouvelles générations. Et enfin, il y a comment est-ce que les gens acceptent les usines à proximité de chez eux. C'est leur montrer que réindustrialiser, c'est renouer avec notre responsabilité environnementale, mais c'est aussi travailler sur cette démystification. Et finalement, en conclusion, pour cette conclusion qui est déjà trop longue, enfin pré-conclusion qui est déjà trop longue, je crois que pour réindustrialiser, il ne faut pas que des réponses techniques. On a besoin de réponses techniques, mais on a besoin de changer le regard sur l'industrie, qui est le thème de Viva Factory. On a besoin d'interroger le rôle de l'industrie dans la société et donc de recréer le couple entre industrie et société. On ne fera pas société sans industrie. Et la dernière chose, c'est d'agir collectivement pour soutenir les écosystèmes industriels. C'est la question de la demande. Comment est-ce qu'on soutient notre industrie en remplissant ses carnets de commandes? Et ça, on a tous un rôle à jouer là-dedans, qu'on soit la commande publique, qu'on soit un acteur industriel ou un simple citoyen. Et puis, c'est comment on coopère tous ensemble, parce que sans coopération, il n'y aura pas de renouveau industriel et il n'y aura pas de soutenabilité de notre environnement et de notre modèle social. Je passe désormais la parole à Sébastien Martin. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte après ça? Bon, écoutez, merci beaucoup à tous nos participants à cette soirée, à tous nos intervenants. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments positifs dans ce qui a été dit ce soir. Quand même, ça donne envie de continuer à faire ce qu'on fait. Je trouve qu'on a des bons... Enfin, vous ne trouvez pas qu'on a des bons problèmes? Quand je rencontre les chefs d'entreprise qui me disent « c'est difficile, on n'arrive pas à recruter ». Au début de mon mandat en 2014, c'était « ah, c'est difficile, on n'a pas de carnet de commandes ». Entre les deux, franchement, je préfère largement « c'est difficile de recruter » plutôt que « c'est difficile, je vais devoir licencier ». Donc ce sont de bons problèmes, entre guillemets. Ce sont des enjeux à surmonter. Ce sont des mobilisations collectives à réussir autour de tout ça, mais ce n'est pas des problèmes. On a un pays qui est dépressif dès qu'il y a un sujet. Regardez, on n'est pas capable de commencer une expression sans dire « notre inquiétude porte sur ». Et alors, je sais que le président du MEDEF et de la CPME sont là, mais alors dans les organisations professionnelles, en général, c'est le pompon, on invite le sous-préfet ou le préfet, et liste numéro 1 de nos inquiétudes. Mais il y a aussi plein d'éléments qui portent quand même à l'optimisme. Quand on a des belles industries qui continuent à se développer, ça porte à l'optimisme. Quand des gens nous expliquent qu'ils sont venus s'installer ici parce qu'ils ont trouvé un site industriel clé en main, ça porte à l'optimisme. Quand on va avoir à la fin de 2024 des infrastructures routières, autoroutières complémentaires, ça porte à l'optimisme. Et ça n'empêche qu'il y a encore plein de choses à faire. D'ailleurs, je voudrais répondre à la question que vous avez posée, monsieur, sur la question de la transition écologique. Sur ce territoire, on a considéré que la transition écologique n'était sans doute pas une contrainte, mais un atout supplémentaire d'attractivité économique. Surprenant peut-être, mais je crois fondamentalement que, effectivement, si nous voulons continuer à être un territoire attractif, nous ne pouvons pas faire comme si ces questions-là n'existaient pas et si, au contraire, elles n'étaient pas des enjeux fondamentaux pour de plus en plus de salariés ou de futurs salariés de nos entreprises. Il n'y a pas longtemps de ça, nous avons, à la demande d'ailleurs du site Framatome de Saint-Marcel, réalisé une piste cyclable qui désormais amène au site Framatome de Saint-Marcel parce que les nouveaux salariés de Framatome Saint-Marcel viennent de plus en plus en vélo et qu'il devenait indispensable que nous réalisions cette piste cyclable. Donc, on voit bien comment, finalement, un enjeu de transition écologique à travers les mobilités devient aussi un outil d'attractivité pour le territoire. Comment, demain, quand nous investissons massivement dans nos réseaux d'eau
parce que la question de l'eau va devenir un sujet de plus en plus crucial et fondamental, nous sommes aussi, du coup, parce que quand vous avez un réseau d'eau qui a un niveau de rendement à 50%, puis que vous avez un industriel qui est très dépendant de son approvisionnement en eau, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas compétitif. Alors que quand vous êtes capable de garantir un niveau de rendement à 90%, parce qu'on n'arrive jamais à 100%, il y a toujours une fuite dans un réseau d'eau, mais quand vous êtes capable de dire que votre réseau il fonctionne très bien à 90%, vous devenez compétitif. Voilà. Donc je veux dire, il y a tout un tas de sujets comme ça qui ne doivent pas être simplement pris comme l'écologie subie, entre guillemets, mais au contraire s'en saisir pour en faire un élément de levier pour le développement de notre territoire. Je dois vous dire 2-3 mots d'avenir aussi sur ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à poursuivre sur la question foncière. La question foncière devient extrêmement complexe parce que maintenant, la loi a dit qu'il y avait le zéro artificialisation nette. Donc, à la fin de l'année 2024, nous aurons fini, je pense, la viabilisation de la friche Nordéon. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette ancienne usine Philips puis Nordéon sur à peu près 7 hectares. Donc là, vous allez voir, ça va vraiment commencer à bouger puisque d'ici la fin de l'année, le bâtiment sera par terre. Et ensuite, nous allons reviabiliser ce foncier. Et nous avons demandé à notre direction du développement économique de faire un état des lieux précis dans toutes nos zones d'activité des possibilités foncières qui existent et qui existent d'ailleurs parfois aussi à l'intérieur de vos propres sites. Il y a des sites industriels aujourd'hui qui ont des réserves foncières qui parfois sont inutiles et qui pourraient très bien nous intéresser, nous, collectivités publiques, pour pouvoir reproposer des capacités de développement à l'avenir. On va poursuivre notre engagement sur la question de l'emploi et de l'accompagnement à la question du recrutement. On a déjà fait 2 éditions du Salon de l'Emploi. On a une 3e édition donc, qui va se passer à côté au Parc des Expos qui aura lieu le 19 octobre. Nous avons eu 4000 visiteurs la dernière fois, plus de 200 entreprises qui ont proposé, 2000 jobs je crois, qui étaient proposés au total. Donc on va continuer là-dessus, vous serez bien évidemment toutes et tous les bienvenus, mais ces questions-là vont continuer à être quelque chose qui va nous occuper avec le service public de l'État, bien évidemment. Sur les enjeux de formation, ça a été dit tout à l'heure, c'est fondamental. On a déjà ouvert une nouvelle licence informatique avec le CNAM, un titre d'ingénieur sur l'intelligence artificielle et la data. D'ailleurs, je sais que l'ENSAM travaille aujourd'hui avec Framatome et avec d'autres pour travailler sur les technologies de l'intelligence artificielle et du soudage. Il y a des gens très intelligents dans la salle qui vous expliqueront comment ça marche, mais il y a des projets de recherche qui sont là-dessus. Mais on va continuer à essayer d'avoir de nouveaux diplômes, y compris sur le niveau Bac+2, Bac+3, parce qu'on sait qu'on a aussi besoin de ce niveau-là de techniciens, qui est important. On n'a pas besoin que de grands ingénieurs, on a aussi besoin de techniciens à Bac+2, Bac+3, et on a l'IUT qu'on va continuer à soutenir en la matière. Et puis, vous l'avez dit Anaïs à la fin, moi je crois que la grandeur de ce territoire s'est construite autour de sa réussite industrielle. On a connu un moment on a connu plusieurs fois des moments de traumatisme, considérant qu'on n'allait pas s'en sortir. C'est-à-dire, on a eu Kodak dans les années 2000, il y avait eu Crozoloir dans les années 80, et pour autant, aujourd'hui, nous sommes à 6,4% de chômage, avec des entreprises qui fonctionnent. Voilà. Ce territoire a toujours eu cette capacité de rebond, parce qu'il n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier, et que finalement, quand Kodak s'est cassé la figure, le nucléaire a commencé à repartir, a pris le relais, et quand Crozoloir s'était cassé la figure au milieu des années 80, c'était Kodak qui, lui, était en plein développement. Donc il y a toujours eu des mouvements comme ça, de rebond permanent, mais à condition qu'on ne lâche pas, bien évidemment. Si, par exemple, tout le foncier dont on dispose à Sonéor, comme on aurait pu le faire 20 fois, 30 fois, 110 hectares, raccordés à l'autoroute fin 2024, vous ne pensez pas que les promoteurs de l'immobilier logistique ont été très intéressés par ces fonciers-là? Très, 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 très intéressés. Nous refusons aujourd'hui tout projet d'implantation logistique sur la zone Sonéor parce que nous souhaitons, il y a d'autres endroits pour en faire, on va continuer à en faire de la logistique. Parce que vous l'avez dit, M. Fontana, s'il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de moyens pour déplacer les pièces qui sont produites.
Mais sur Sonéor, désormais, ce ne sont que des projets industriels que nous allons continuer à accueillir. Et cet événement ici, qui marque aussi notre attachement à l'industrie, au fait de produire, continue d'ancrer cette identité industrielle qui nous permet à chaque fois de continuer à rebondir. Nous allons accueillir ici le 9 et le 10 novembre la réunion nationale de tous les territoires d'industrie labellisés par l'État. Et donc pendant 2 jours, nous serons la capitale de tous les territoires d'industrie au niveau national. Et je crois que ce sont des éléments qui sont extrêmement forts et auxquels je vous invite vraiment à participer et à être vecteur de ce volontarisme que nous avons et du fait que nous y croyons. On ne fait pas des soirées comme ça juste pour se faire plaisir, pour se dire c'est très bien, on a dépensé un peu d'argent et puis on justifie notre mandat. Non, on fait ça parce qu'il nous semble que c'est par cela que ce territoire réussira. Le reste viendra. Certains disaient l'intendance suivra. Mais je crois que si nous réussissons ce volet-là autour de l'industrie, le territoire réussira autour. Je voudrais, pour conclure, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je voudrais demander à tout le service du développement économique de monter à côté de moi sur scène pour qu'on vous présente toute l'équipe qui constitue vos interlocuteurs au quotidien, pour que si vous avez des questions après, par la suite, parce que vous avez un sujet foncier, un sujet de mobilité, quoi que ce soit, vous puissiez identifier les personnes avec lesquelles vous pourrez travailler. Donc j'ai demandé à Martine Granier, qui est la directrice, d'appeler toutes ces équipes et de monter sur scène. Vous verrez, c'est une équipe très mixte, très mixte. Elle est très mixte, elle est tellement mixte qu'elle est 100% féminine. Donc comme quoi... et elles sont où vos équipes? Ben, venez. Venez. Allez, venez. N'ayez pas peur. Martine, vous nous présentez tout le monde? Oui. Merci, bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas être longue. Donc, alors il nous manque 2 personnes, non 4 personnes. Donc Marine, maillot d'aventure, qui vient d'arriver depuis 15 jours et qui sera chef de projet territoire d'industrie donc pour le Grand Chalon. Isabelle Porot, donc, qui s'occupe de tout ce qui est emploi, formation et aussi de notre aéroport. Céline Rousseau, tout ce qui est enseignement supérieur. Donc il manque Vanessa Barneau qui s'occupe de Viva Factory et qui est sûrement actuellement place de Beaune en fait en train de finir les préparatifs. Dominique Graille qui est donc à la plateforme Accueil Entreprise, qui est souvent votre interlocutrice pour toutes les demandes que vous avez et qui s'occupe aussi des dossiers d'implantation. Et Céline Garcia, donc aussi plateforme Accueil Entreprise, aussi vos contacts pour les implantations et toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà. Merci. Merci. Bon, écoutez, maintenant, ce que je vous propose, parce qu'on a bien parlé, c'est qu'on puisse boire le verre de l'amitié, se retrouver, échanger comme on le fait à chaque fois. Merci à toutes et à tous et à une très prochaine fois.